Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour ce nouveau webinaire de Second Souffle. Second Souffle, on développe la capacité à rebondir des entrepreneurs, de la micro-entreprise jusqu'à la PME. Nous accompagnons les entrepreneurs dès leurs premières difficultés jusqu'à leur rebond, avec ou sans leur entreprise, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles, avocats, coachs, experts comptables, experts métiers, et d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté. Et puis aussi nos actions avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et les webinars Instant Coach. Aujourd'hui, ça fait bientôt 11 ans que nous existons et nous sommes présents dans 33 métropoles, 33 villes en métropole et aussi en Outre-mer. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Alors, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar. Donc, sur la droite, vous avez deux onglets, chat et questions. Sur la partie, sur les questions, vous posez vos questions en cliquant sur le bouton tout en bas. Et puis, vous pouvez voter également aux questions des autres participants que vous trouvez pertinentes. Pour cela, vous cliquez sur la petite flèche à gauche de la question. Et attention, si vous cliquez dessus, ça annule votre vote. Des petits soucis techniques, c'est en haut. Voilà, donc aujourd'hui, soutenir les entreprises, c'est bien, mais moi, entrepreneur, qui me soutient? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, j'ai la chance d'accueillir deux présidents, Dimitri Pivot, de Second Souffle, et Anthony Strecher, président de l'association GSC. Bonjour, messieurs. Bonjour William, bonjour à tous et à toutes. Bonjour William, bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'association GSC, pour ceux qui ne connaissent pas, permet aux entrepreneurs et aux dirigeants de percevoir un revenu en cas de perte d'emploi. Comme vous le savez, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, quand on perd tout, on n'a pas le droit au chômage. Donc, voilà ce que fait la GSC. Et puis, si vous voulez en savoir plus, tenez, je vous mets tout de suite le lien dans le chat pour visiter le site. Et puis, vous verrez dès le début, dès la page d'accueil, parce que vous voyez à l'écran, vous pouvez faire une simulation de ce que vous pourriez toucher en indemnité avec la GSC. Vous avez une petite calculette. Voilà. Voilà. Et donc, vous pouvez simuler votre indemnité. Décidément, pourquoi mon... Voilà. Très bien. Donc, messieurs, vous ne vous quittez plus. Je crois qu'aujourd'hui, vous vous voyez. Et puis, vous vous voyez. Je ne sais pas si vous avez compris la subtilité. Et vous êtes ensemble. Et vous étiez également ensemble hier. Alors, qu'avez-vous fait donc hier, messieurs? Partie de pétanque? Vous avez été en boîte? Non? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Aujourd'hui, je vais donc bonjour à tous et à toutes. Hier avec Dimitri et puis justement l'association GSC et l'association Second Souffle, on a renforcé notre partenariat qui existe déjà depuis quelques années pour aller beaucoup plus en amont et de vraiment tisser des liens forts justement sur le second souffle, le rebond pour s'occuper de l'homme et la femme chef d'entreprise. Quand il tombe, quand il a des difficultés, de l'accompagner, rebondir, permet bien souvent de recréer de l'emploi, de se reconstruire. Et donc, tout naturellement, par rapport aux ADN de nos deux associations, il était logique de structurer, d'être encore plus fort dans ces liens-là, tout simplement. Et puis, je pense que ça fait un petit moment qu'on se connaît et qu'aujourd'hui, une entreprise n'existe que s'il y a un homme et une femme derrière. Donc, c'est pour ça que ça donnait du sens. Et pour rebondir sur ce que dit Anthony, on est, nous, évidemment ravis de prolonger notre relation avec la GSC parce qu'il est incontournable pour un chef d'entreprise de se protéger. On parle du chef d'entreprise à la création de s'informer, d'être bien accompagné, on y reviendra, mais aussi d'être bien protégé. C'est l'une des missions essentielles de la GSC et il est important de vraiment véhiculer le message quand on est porteur d'un projet entrepreneurial. Voilà. Donc on est ravis de cette continuité dans la relation avec la GSC.
Et donc, c'est tellement une telle relation que vous portez tous les deux la même chemise, c'est magnifique. Et donc, pour ceux qui n'arrivent pas à distinguer qui est Dimitri Pivot, qui est Anthony Streicher, Dimitri Pivot a des lunettes et il est un petit peu dégarni. Et Anthony Streicher, lui, par contre, il a des lunettes et il est un petit peu dégarni. Voilà. Donc, on est parti. Donc, le sujet du jour, il est là, voilà. Soutenir les entreprises, c'est bien, et moi, entrepreneur, qui me soutient. Alors, le premier réflexe, messieurs, ne serait-il pas de penser d'abord à soi, moi, entrepreneur? Alors, je vais poser une question à Anthony. Être entrepreneur, mon cher Anthony, est-ce que c'est pas être un égoïste vertueux? Merci du passage de ballon. Alors oui, déjà, je ne suis pas que président bénévole de l'association GSC, je suis aussi, moi également, chef d'entreprise. Donc, c'est aussi l'ADN de l'association, c'est administré par des hommes et des femmes chefs d'entreprise. Donc, je dirais que je sais ce que c'est, je le vis au quotidien et c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, oui, il faut avoir un franc-parler, il faut l'égoïsme vertueux. Je pense qu'il faut tous l'avoir. Il faut qu'on l'ait tous dans notre ADN, puisque le premier capital d'une entreprise, c'est pas l'idée, c'est pas le modèle économique, c'est vous. C'est l'homme, la femme qui crée. C'est que le premier moteur, la première personne, c'est vous, c'est nous. Donc, il faut savoir aussi, déjà, penser en premier lieu à nous. On est le socle. Vous êtes le socle de votre entreprise. C'est vous qui la dirigez, c'est vous qui l'animez, qui faites des orientations, des choix. Et justement ça, il faut bien souvent, et c'est un grand drame dans beaucoup de cas de figure, où on ne pense pas à soi. Hier, en préparant cette animation, Dimitri, tu donnais justement un exemple qui est contre-intuitif, c'est qu'on prend l'exemple de l'avion. Quand aujourd'hui, vous avez un problème de décompression dans la cabine, les masques tombent, et bien souvent, quand vous êtes père de famille ou mère de famille, le premier réflexe que vous avez, c'est de mettre le masque à votre enfant. Alors qu'on vous dit tous, non, non, mettez d'abord le masque à vous, pour pouvoir respirer, pour pouvoir porter secours à votre enfant. Donc, cet exemple-là, et je pense que vous pouvez tous vous le projeter, bien souvent, on a le réflexe de se dire, je vais penser à mon enfant. Et je donne un autre exemple qui est un monde un peu plus que je connais sur le monde maritime. Quand j'encadrais, on formait des moniteurs, des gens qui encadraient des gens sur un bateau. La première chose sur le fameux gilet de sauvetage, si on tombe à l'eau, bien souvent, les gens disaient à leur équipage de mettre leur gilet de sauvetage, mais pas le moniteur. Alors que normalement, justement, c'est d'abord le moniteur qui doit mettre le gilet de sauvetage. Que la première personne qui va être en capacité de sauver les autres, c'est celui qui maîtrise. Donc, et qui peut être en capacité d'aider. Donc, oui, il faut être un égoïste vertueux, bien entendu. On est un peu provocateur dans le terme, mais c'est en totale bienveillance. Il faut savoir penser à soi. Si on ne pense pas à soi, on va s'oublier et on peut du coup faire des erreurs de stratégie ou de développement ou de s'oublier tout simplement, parce que c'est un peu des fois le travers de l'homme et la femme chef d'entreprise. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question, Dimitri et Yann? Et Anthony, tu as complètement répondu à mes questions. Et en fait, pour synthétiser tes propos, je dirais qu'en fait, quand un avion est en difficulté, ce qu'il faut, c'est d'abord sauver le pilote si on veut sauver l'avion. Et l'entreprise, c'est la même chose. Si on veut sauver l'entreprise, commençons par sauver l'entrepreneur, l'entrepreneuse qui pilote l'entreprise et ne pas vouloir sauver que l'entreprise. Voilà. Donc, je te remercie de cet éclairage, Anthony. Et j'ai envie de te poser une question un peu plus pragmatique maintenant, Anthony. Donc, un entrepreneur se doit, en toute bienveillance évidemment, d'être un égoïste vertueux. Mais comment on pense à soi quand on est entrepreneur? Alors, comment on pense à soi? Je pense qu'il y a une première chose, c'est qu'on a quelque chose qui est qui se superpose là, qui est très mélangé, c'est l'entreprise et nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que les deux se mélangent, les deux se confondent, et puis c'est normal, c'est notre bébé, on le développe, on le construit, c'est tout à fait normal. Le premier effet, c'est comment pense-t-on à nous, comment on pense à soi,
c'est de se dire déjà, prenez le temps de vous poser une demi-heure, 1 heure, 2 heures, au calme, avec 2, 3 feuilles et un stylo, et de poser les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poser les choses? C'est réfléchir au final à sa situation. Et honnêtement, quand on interroge les gens, et je pense que toi aussi, Dimitri, tu pourras l'illustrer, c'est qu'on dans l'entrepreneuriat, on court tellement qu'à un moment donné, on a oublié de penser à s'arrêter et de se dire, au fait, stop, je m'arrête un petit peu là, et je fais le point sur la situation de l'entreprise, sur ma situation, et au fait, quelles sont les questions clés? Et le but aussi là, du webinaire, c'est pas d'être donneur de leçons, mais c'est de vous donner des indications de choses sur lesquelles il faut vraiment y passer, de se dire, au fait, si je suis en création d'entreprise, en fait, quel statut d'entreprise je choisis pour l'entreprise, pour quel développement, quelle est sa stratégie, mais au fait, ce statut-là, qu'est-ce qu'il engendre comme statut pour moi, le dirigeant? C'est quoi mes responsabilités? C'est quoi l'impact juridique? C'est quoi l'impact civil, pénal, financier? Donc, c'est juste de poser l'ensemble des choses et de se dire, au fait, est-ce que je me suis posé la question? Quelles sont les incidences? Quelles sont les conséquences sur ma protection, sur la protection de l'entreprise? Donc déjà, c'est vraiment de poser ça, déjà premier niveau, parce qu'à un moment donné, les deux sont intimement liés. Le deuxième niveau, c'est au fait, bien souvent, et quand même quand on interroge, je vais vous donner un exemple sur les notaires ou autres, c'est qu'en est-il de ma famille? Comment j'ai prévu de protéger ma famille, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, par rapport à cette aventure que je suis en train de créer? Si on ne se pose pas la question, je vais être très clair, potentiellement, ça va mal finir cette histoire. Donc, à un moment donné, le fait de se poser des questions, de s'arrêter, se dire, c'est quoi mon environnement? C'est quoi mes risques? Dans quoi j'évolue? Est-ce que je, du coup, dans ma création d'entreprise, son statut, de quoi je suis responsable? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que j'ai des garde-fous, des limites? Est-ce que je suis caution? Est-ce que je vais devoir être caution? Quel est l'impact que ça a pour moi et ma famille? Donc vraiment, le côté égoïste vertueux, ça va permettre de se protéger et de protéger l'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Il y a une chose qu'on a appris très dur. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fantastique. Sauf que quand vous créez, vous reprenez l'entreprise, on rentre dans un milieu dit hostile. Donc à un moment donné, ça ne marche pas tout le temps. On va prendre des coups, vous allez prendre des coups, on s'en prend tout le temps. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ratent, et ainsi de suite. Donc, il faut anticiper ça au maximum et de se dire, si j'ai un gros couac, si j'ai un gros pain, est-ce que j'ai prévu le coup? Donc, c'est vraiment ça. Et penser, et c'est très vertueux de le faire déjà, de penser à soi là-dessus. Et je pense que tu as quelques exemples, toi, Dimitri, aussi, pour pouvoir illustrer avec l'association Second Souffle sur ce type d'exemple. Alors, des exemples, on en a plusieurs. Et en fait, pour reprendre exactement ce que tu viens de dire, moi je dis souvent que quand on est chef d'entreprise, faut pas confondre passion et raison. Être entrepreneur, c'est les deux. Mais il faut être très passionné pour être entrepreneur, mais c'est la raison qui pilote l'entreprise et c'est pas la passion. On voit trop d'entrepreneurs aujourd'hui à accompagner qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat avec passion et quasiment exclusivement avec passion, sans justement prendre cette hauteur, se poser la question de ce quoi j'ai envie et quels sont mes risques pour moi, entrepreneur, pour ma famille, pour mon patrimoine, et puis tout simplement aussi mon avenir. J'ai un exemple en tête, un directeur financier d'un très grand groupe, membre de Comex, qui a quitté un grand groupe avec un chèque significatif et qui a fait le choix de monter de suite 2 magasins sur des emplacements de meubles, sur des emplacements numéro 1, parce qu'il était passionné par le meuble. 2 ans après, il tirait le rideau de fer. Mais parce qu'en fait, il est venu à l'entreprise, et parce qu'il avait les moyens, parce qu'il était passionné, mais parce qu'il n'a pas piloté l'entreprise avec raison. Et pour rejoindre ce que tu viens de dire, être un entrepreneur égoïste, vertueux, c'est de savoir aussi prendre de la hauteur, se poser et de se dire qu'est-ce que je veux dans la vie et est-ce que j'ai les moyens de mes envies. Et les moyens de mes envies ne sont pas que des moyens financiers.
quel risque je prends par rapport à quel objectif je me suis fixé. C'est une des questions essentielles quand on veut être entrepreneur, c'est de savoir en effet se poser, prendre cette hauteur et de se dire voilà ce que je sais faire. C'est ce que l'on fait nous quand on accompagne d'ailleurs les entrepreneurs qui sont en difficulté, hein. On fait le SWOT de l'entrepreneur et on fait aussi la photographie de la situation d'entreprise. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais on fait le SWOT d'entrepreneur, c'est force, faiblesse, menace, opportunité. On pose l'entrepreneur parce que l'entrepreneur est perdu, il n'a plus cette capacité à prendre de la hauteur. Et on pose sa situation pour ensuite, derrière, définir des préconisations et donc des pistes de rebond. Mais parce qu'on est dans le rebond. Mais cette même approche, on doit l'adopter quand on est un porteur de projet, hein. Et donc, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, Anthony. C'est encore une fois, être entrepreneur, c'est être passionné, mais ne pas oublier que c'est la raison qui pilote. Voilà. C'est notre grande difficulté. C'est un métier passionnant. On fait les montagnes russes du matin au soir. C'est il y a des montées d'adrénaline. Mais voilà, c'est la difficulté, la ligne de crête, c'est de réussir à rester lucide, d'avoir le temps de la réflexion. Alors que, à l'inverse, un chef d'entreprise, on doit choisir tout le temps, on doit décider tout le temps. Donc c'est vrai que cette difficulté de temporalité, elle est là. Et si vous vous forcez un tant soit peu chaque fois à être un petit peu égoïste en disant, attends, je prends 2 minutes, je prends 5 minutes de réflexion, je me pose, qu'est-ce que je veux faire, quels sont les risques et comment je gère cet environnement-là. À ce moment-là, déjà, ça n'empêche pas les âneries, ça n'empêche pas les bêtises, parce qu'il y a plein de choses qu'on teste et qui ne réussissent pas. Mais du coup, potentiellement, on évite de faire l'erreur qui tue. Mais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est moi qui fais le bruit de fond, là, William, ou pas. Oui, c'est toi, oui. C'est moi qui fais un bruit de fond. Tout à l'heure, on parlait d'exemples très concrets et ce webinaire, comme tu l'as souligné, Anthony, se doit d'être très concret. Tu as pris l'exemple de la caution, hein, et quand on parle de se poser, on le sait très bien, le premier frein à l'entrepreneuriat, c'est la peur de tout perdre. Et la peur de tout perdre, souvent, derrière, entre les lignes, on y voit la caution, hein. Et bien, quand on veut se lancer, c'est vraiment de se poser la question, à commencer par cette caution. Cette caution, elle est très facile. C'est une signature en bas à droite. Donc, ça veut dire obtenir un emprunt quand on a envie de monter une boîte, c'est in fine assez simple. Mais c'est particulièrement engageant. Eh bien, si on veut un exemple très concret de capacité, enfin de devoir prendre le temps avant de s'engager les yeux fermés dans l'entrepreneuriat, ça commence notamment par cet exemple que tu citais tout à l'heure, à savoir la caution. Je m'engage à quoi? Et pour combien de temps? Et pour moi, ma famille, mon patrimoine. Voilà. Alors ensuite, tu m'excuses, Anthony, hein, c'est moi qui vais te poser des questions, hein. Je voulais juste préciser, messieurs, que le fait de s'arrêter un temps, de prendre le temps de la réflexion, il faut le faire en permanence, même quand l'entreprise va très bien. Ça permet de ce qu'on appelle sortir le nez du guidon et de réfléchir un petit peu à son entreprise et à soi. Oui, William a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même on le voit dans l'observatoire de l'association GSC et Altares, les défaillances d'entreprise, ça ne touche pas les jeunes, hein, ça ne touche pas que les jeunes. L'âge médian des défaillances d'entreprise en 2020, c'est 48 ans et demi. Donc, ce sont bien souvent, en grande majorité, des gens expérimentés, des entreprises qui n'ont pas que juste la start-up qui vient de se lancer il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc, c'est ce que je disais, une entreprise, on est dans un milieu dit hostile, hein, je le répète, je vais le matraquer tout le temps. C'est fantastique, mais c'est difficile, c'est hostile. Quand on répond à un marché, il y a un gagnant et X perdants. Pour avoir des clients, il n'y en a qu'un qui a la commande. Donc, de toute façon, la difficulté, elle est là. Il faut vraiment être vigilant et se poser perpétuellement et se remettre en question perpétuellement sur ses choix, parce que le développement d'une entreprise, c'est une remise en question et des coups de volant à droite, à gauche.
pour avancer, et encore plus comme on le connaît aujourd'hui, sur la situation actuelle, qui est très complexe. Oui. Dimitri, ton micro est coupé. Il ne veut plus me poser de questions. Oui, non, mais je dois avoir un souci avec mon micro parce qu'en fait, c'est vrai que j'entends un bruit de fond qui est particulièrement désagréable. Alors, donc, Anthony, comme je te soulignais tout à l'heure, comme je te précisais tout à l'heure, avoir un plan B quand on est entrepreneur sur tous les sujets, est-ce une quasi-obligation quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je vais donner. Alors, je suis pas donneur de leçons, bien au contraire, mais c'est de se dire, c'est pas parce qu'on devient dirigeant qu'on devient intelligent. Enfin, nous, avec mon associé, quand on a lancé la boîte, on s'est dit voilà, un chef d'entreprise, il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école de formation pour devenir chef d'entreprise. Et comme tu le disais tout à l'heure, Dimitri, bien souvent les gens créent une entreprise par passion, par une passion métier, et ils apprennent sur le tas le job de chef d'entreprise. Donc, on a ce positionnement-là, cette difficulté-là, et on n'a bien souvent pas le droit à l'erreur ou à très peu d'erreurs. Donc, préparer des plans B, c'est de se dire, en fait, systématiquement, pour toute chose, c'est d'avoir cette démarche intellectuelle, de se dire, pour se développer, il faut que j'ai des clients, mais il faut que j'ai plusieurs clients, parce que si j'en perds un, comment je fais? Et quand on est monoclient ou très peu de clients, il faut tout de suite se remettre en question, de se dire, en fait, est-ce que j'ai suffisamment de clients? Ça, c'est une des premières questions à se poser et de se dire, voilà, je dois. Et quand on dit avoir un plan B, c'est de se dire, au fait, je ne peux pas être monoclient, monotype de client, il faut que j'arrive à en avoir plusieurs pour au cas où. Donc, c'est ça, un plan B par rapport à ça. Se dire, c'est inhérent, te dire, est-ce que j'ai prévu le coup ou j'ai des clients? Par contre, ils vont mettre des plombes à me payer. Parce que je rappelle aussi quelques chiffres. Une des causes des défaillances d'entreprise, c'est pour certaines, pour à peu près quasiment 30%, sont liées à des retards de paiement. C'est-à-dire que les gens ont des clients, ont des commandes qu'ils ont honorées, sauf qu'ils n'ont pas été payés. Ils sont arrivés dans une situation de trésorerie, ça va être le sujet après sur la trésorerie, se dire, bah voilà, ce qu'on appelle mourir guéri. Donc, il faut toujours se dire, en fait, partir du côté, il ne faut pas devenir schizophrène, mais partir du côté, dire, en fait, si j'ai des clients, si je perds des clients, c'est une chose. Est-ce que j'en ai suffisamment pour pouvoir continuer, me développer, d'aller en acquérir d'autres? Si j'ai aujourd'hui des clients qui ne me payent pas ou qui me payent au calendrier grec, est-ce que j'ai suffisamment de trésorerie par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, et on le voit bien avec la crise Covid actuellement, de se dire, cette crise sanitaire, elle fait bouger les lignes dans tous les sens, et c'est de se dire, alors c'est sûr que celle-ci, on nous aurait posé la question il y a 2 ans, personne n'a pu venir, c'est sûr. Par contre, de vivre une crise, il y en a de façon cyclique qui peuvent arrêter, des changements de marché, des changements de réglementation. Donc, c'est ça qui est important aussi à se dire au cas où. Et c'est pour ça une paire de marché, c'est-à-dire que vous pouvez des fois avoir des changements de réglementation qui font qu'un pan de marché s'arrête ou change complètement. Il faut faire pivot, faut réorienter l'entreprise. Et tout ça, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle un plan B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai plus de trésorerie, comment je fais pour préserver ma trésorerie? Il y a un chiffre qui est quand même un chiffre qui est phénoménal. C'est que vous avez les données de Banque de France, vous avez à peu près 100 000 entreprises en France qui ont une trésorerie dite tendue, c'est-à-dire moins de 30 jours d'avance. C'est sûr que psychologiquement, pour prendre des décisions, rebondir, aller de l'avant, quand on n'a que 30 jours de trésorerie d'avance, dès qu'un client ou 2 clients retardent un paiement pour X ou Y raison, on peut tomber. Donc, la trésorerie, oui, il faut se dire, bah, en fait, comment je fais pour avoir plus de trésorerie? C'est tout ça qui doit se préparer, s'anticiper et se remettre, et avoir ces indicateurs, ces quelques indicateurs, comme le disait William, régulièrement, c'est de se dire, au fait, mon niveau de trésorerie, nous, quand on est allé en formation, parce que quand on a créé l'entreprise, moi, je suis allé retourner un peu sur les bancs de l'école pour essayer d'apprendre de l'entrepreneuriat, d'essayer d'éviter certains pièges. Et une des grandes phrases qu'on nous disait, c'est la trésor, la trésor, la trésor, la trésor. Et la trésorerie deviendra plus importante que ta mère ou ton père. C'est que, oui, pour l'entreprise,
S'il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus d'entreprise, donc il n'y a plus d'entrepreneurs. Et là, c'est un drame. Donc, c'est vraiment systématiquement avoir ce type de réflexe par rapport à ça, par rapport à ces risques-là. Il faut les intégrer. C'est aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est de diminuer au maximum le champ des incertitudes. Il y en aura toujours, mais il faut prévoir. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Merci Grégory. Peut-être que Dimitri a envie de parler un petit peu quand même aussi. J'allais rebondir sur ce que vient de Et dire Anthony. juste après, Dimitri, j'aurais une question pour vous deux, hein, d'un de nos spectateurs. Mais donc j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire, Anthony. En effet, je pense que quand on parle de plan B, et encore une fois, sans être donneur de leçons, c'est le plan B, c'est pas le plan B au sens général, c'est de dire si je me plante, c'est je fais quoi? C'est le plan B sur toutes les difficultés que peut rencontrer un entrepreneur au quotidien d'ailleurs, hein. Au quotidien, je perds un gros contrat. Ce gros contrat était pour moi important parce que c'était une part significative de mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai comme plan B, comme tu viens de le souligner. Mais ça marche sur tous les points clés de l'entreprise. Et puis, ce que tu soulignes là, c'est ce qu'on rencontre chez Second Souffle. Encore une fois, Second Souffle accompagne les entrepreneurs en difficulté et en rebond. Et on se rend bien compte que ceux qui nous rejoignent ont souvent complètement omis le premier point, c'est-à-dire de se poser pour avoir exactement la vision de leur engagement, hein. Et puis deux, n'ont aucun plan B. Mais n'ont aucun plan B après, pendant les difficultés ou après la liquidation d'entreprise, mais n'ont tout simplement pas imaginé un seul instant, et sans, encore une fois, sans être donneur de leçons, hein, quand on est le nez dans le guidon, la priorité est souvent ailleurs, mais il faut bien garder à l'esprit que ce plan B est assez quelque chose d'essentiel. Mais encore une fois, elle se pose sur le chiffre d'affaires, elle se pose sur les collaborateurs clés, elle se pose aussi sur tout simplement le marché sur lequel nous sommes. Et puis on le voit bien aussi avec le Covid, hein. Voilà. Moi, j'avais envie de te poser une question. Tu l'as abordé très rapidement tout Oui, à l'heure. Oui. j'ai une question pour vous deux, s'il vous plaît, avant. Alors, j'ai Patrick qui nous dit, pour être chef d'entreprise, il me semble qu'il faut un peu de folie. Et comme le dit La Rochefoucauld, qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Qu'en pensez-vous, messieurs? Alors, oui, il faut. Alors, moi, je revendique un brin de folie, hein. Je suis à moitié fou, vous inquiétez pas. C'est normal et et c'est notre ADN. Il faut cette énergie, il faut ce brin de folie. On va y arriver, on a une idée, on veut la mettre en place, on va réussir, on va mieux le faire que les autres, on a une vision essentielle. Et oui, essentiellement, c'est un de nos moteurs. Mais ce même moteur est en même temps notre pire travers. C'est qu'à un moment donné, on est tellement optimiste, on est tellement cette folie douce. On va passer la montagne, on va faire tomber les murs, on va tout réussir. Oui, mais il faut attention, il faut rester lucide et une folie, comme certains le disent, une folie bien dosée. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas être que dans la folie douce. Non, c'est pas possible. Par contre, c'est vrai que c'est notre moteur. Si quand vous créez une entreprise, vous vous dites voilà toute la litanie des responsabilités, dire voilà, j'ai le code du travail, c'est ça, le code commercial, c'est celui-ci, le droit du commerce, c'est celui-ci, et ainsi de suite, les engagements. Oui, là, vous pouvez vous faire peur. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser ces questions. Il faut cette folie, cette audace, mais en toute connaissance de cause. Quand un sportif de haut niveau, je fais un parallèle sur cette notion de folie ou de passion. Rapidement, Grégory, parce que le temps avance, hein. Anthony, arrête, oui. Quelqu'un qui fait du sport en haute montagne, qui fait du jump ou ce genre de choses, ils ont conscience d'un milieu hostile, donc ils s'entraînent, ils se préparent, et ils ont une montée d'adrénaline, une folie, mais c'est structuré, et c'est de la folie, mais de l'audace structurée, lucide. Oui, non, Merci. mais en effet, je pense que tout à l'heure, quand je parlais de passion et de raison, je pense qu'elle vient de là, la question. Et en effet, qu'il faut être passionné.
c'est le premier moteur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut de la passion, de la folie, et tout ça, et de l'audace. C'est le premier moteur. Mais ça n'empêche qu'avec tout ça, il ne faut pas oublier la raison qui lui pilote. C'est la raison qui pilote, c'est pas la passion qui pilote. Et quand on prend la folie, si on veut prendre un miroir à la folie, on peut prendre, c'est comme la rigueur. La rigueur, c'est important, c'est essentiel. L'excès de rigueur, c'est un frein, c'est contre-productif. Donc, la folie, la passion, c'est la même chose en entrepreneuriat. Il faut être passionné, il faut être très passionné. Et c'est la raison qui pilote. Merci, messieurs. Donc, il faut oser. Il faut oser, mais quelquefois, et je pense que c'est typiquement français, l'entrepreneur, lui, il n'ose pas quelquefois dire qu'il a besoin d'aide. Peut-être parce que l'échec est tabou en France. Alors, est-ce que l'entrepreneur doit tout oser et surtout oser s'entourer, oser en parler? Je dirais que oui, il y a deux choses qu'il faut vraiment bannir. C'est la fausse idée que la réflexion est moins nécessaire que l'action, que il faut arrêter de réfléchir pour réfléchir, mais en même temps, il faut agir. Et puis surtout, il faut s'entourer. Il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas, ou avoir peur de dire là, j'ai un problème. Et donc, de prendre conscience de là, j'ai une problématique, j'ai un problème. Donc, OK, comment je fais pour réussir? Ça ne veut pas dire qu'on va se planter, mais le fait déjà de se dire, OK, j'accepte de parler, je me parle à moi-même, hein, c'est que dire que bien souvent, on est nous-mêmes notre propre frein, se dire, je vais garder ça pour moi, je m'enterre un peu la tête dans le sable et je n'ose pas prendre conscience qu'il y a une problématique, je vais y arriver tout seul dans mon coin. Non, faut savoir aller au contact des autres. Il faut savoir déjà se le dire à soi-même, tiens, ce truc-là, j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, OK, comment je fais pour y arriver demain? Donc, de toquer à la porte d'autres, de s'ouvrir par rapport à ça, et pas non plus, voilà, c'est un double équilibriste, c'est un peu un rôle d'équilibriste entre la passion, l'audace, la réflexion, parce qu'à un moment donné, il y a aussi ce travers de dire, je réfléchis, j'attends d'avoir tout phosphoré mon produit, mon service, je dis rien encore, je veux tout tester, être vérifié, que tout soit nickel. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'ingénieur, qui ne lancera son produit que quand il sera le parfait du parfait, sauf que le marché est passé. Des fois, il faut savoir lancer une offre, lancer un produit, même si tout n'est pas parfait, c'est pas grave, on en a conscience, on lance le truc, on essaie de trouver des relais, des indicateurs pour l'améliorer. Donc c'est pas si simple que ça. D'un côté, pour ceux qui nous suivent, il faut de l'audace, il faut de la réflexion, il faut de l'action, il faut savoir accepter de se dire je ne suis pas omnipotent, je ne sais pas tout. Et donc, il faut que j'aille aussi au contact des autres. C'est cet équilibre-là qui parfois peut être dur à trouver. Dimitri? Et tu as abordé un sujet rapidement tout à l'heure qui était savoir s'entourer. Et ça, c'est essentiel. Parce que, encore une fois, hein, pour avoir ce juste équilibre entre passion et raison, on peut l'avoir seul, mais on trouve beaucoup mieux cet équilibre quand on partage entre pairs. Et ça nous donne l'occasion de rebondir, Anthony, sur un message clé qu'on souhaite faire passer ensemble, hein, qui est l'accompagnement lorsqu'on est porteur d'un projet, mais lorsqu'on est aussi en activité, et puis lorsqu'on est aussi en difficulté ou en rebond. On tient à rappeler, William, et à toutes et à tous, hein, que 90% des entreprises qui sont accompagnées passent le cap des 3 ans. 92 même au sein du réseau Entreprendre. Donc, ce qui veut bien dire que très concrètement, se faire accompagner, c'est quasiment un permis de réussite. Et ça rejoint tous les points que tu as annoncés, Anthony, qui est de dire penser à ça, à ça, à ça. Encore une fois, sans être donneur de leçons, mais l'accompagnant, le parrain qui va vous suivre, va vous pousser dans vos retranchements, va peut-être vous obliger même à revoir votre business model. Mais c'est extrêmement bienveillant de faire cela.
C'est-à-dire que ça va mieux vous préparer au terrain et en allant aussi plus vite. Voilà. Donc ça, c'est un point que je voulais aussi un petit Ouais. peu creuser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Puis moi, je peux rajouter qu'aujourd'hui, c'est le 82e webinar tout confondu que nous organisons. Et je crois que sur les 82 webinars, il y en a peut-être sur les 80, on n'arrête pas de dire il faut savoir s'entourer. C'est un des éléments les plus importants, qu'on soit en phase de création ou en activité. Ah ben, Ben, encore une fois, il y a un message clé à marteler. C'est vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet, c'est soyez bien informés, soyez bien accompagnés et soyez bien protégés. Hein. Il y a vraiment trois messages clés à faire passer aujourd'hui. Si nos participants retiennent ces trois messages clés, c'est déjà une belle garantie pour une réussite future. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony. Hein. alors, je suis d'accord, mais je vais essayer un petit peu d'aider, d'aiguiller, parce que dans l'accompagnement, on peut y mettre tout et n'importe quoi, c'est un peu fourre-tout. Et de se dire, en fait, ils sont bien gentils, là, Dimitri, Anthony, William, mais je fais comment? Il y a plusieurs typologies d'accompagnement. Il y a l'accompagnement, ce qu'on appelle par ses pairs, c'est d'être accompagné avec d'autres chefs d'entreprise, par d'autres chefs d'entreprise. Donc là, on est vraiment sur la structuration d'entreprise, l'accompagnement. Donc là, vous avez des réseaux de chefs d'entreprise, et on est vraiment sur le côté réseau, les organisations patronales, où là, vous êtes vraiment sur les associations réseau patronales, vous échangez, vous partagez avec d'autres chefs d'entreprise par rapport à ce que vous vivez au quotidien, par rapport à, il y en a d'autres qui vont avoir eu des problématiques, tiens, toi, tu l'as traité comment, tu as géré comment, ce partage d'expérience. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement par ses pairs. Et ça, c'est, je dirais, tout au long de sa vie, entrepreneur. Parce que plus on grandit, plus on évolue, on a chaque fois de nouveaux questionnements, d'évolution. Donc ça, c'est toute sa vie. Vous avez, au démarrage de l'entreprise, là aussi, vous avez de l'accompagnement à avoir via les CCI, les CMA, les associations à la création d'entreprises, qui vont être vraiment sur la création d'entreprise, son démarrage là-dessus. Et ensuite, vous avez un autre réseau qui est important, c'est le réseau des conseils. Mais à un moment donné, c'est les avocats, les experts comptables, ces réseaux professionnels, mais il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Un avocat va vous aider sur la structuration de vos contrats de travail, la structuration de vos contrats commerciaux et ainsi de suite. Et ça, il faut faire cet investissement pour éviter d'avoir des mauvaises surprises plus tard. L'expert comptable, lui, ça va être l'homme des chiffres. Par contre, il ne faut pas demander à un avocat ou à un expert comptable la stratégie de développement de son entreprise ou des problématiques, chacun son métier. Donc, c'est pour ça que s'entourer, il faut savoir ce que vous attendez des autres et à quel sujet et à quel moment. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut sortir, je dirais qu'à un moment donné, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'aller au contact des autres. On est des chefs d'orchestre. Qu'on ait un salarié, 50 salariés, qu'on est tout seul et qu'on veut se développer, on est au final un chef d'orchestre et pas un homme orchestre. Faut accepter de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas savoir tout faire. Moi, je revendique haut et fort, je ne sais pas tout, mais j'essaie de m'entourer de gens qui connaissent mieux les choses que moi au sein de mon entreprise, dans mon environnement autour de moi, pour m'apprendre, parce que sinon, je n'ai pas je vais me planter. Et même en étant conseiller, on fait des âneries, on fait des tests qui ne marchent pas. Mais voilà, c'est de savoir et de ne pas déterminer si je prends tel conseil, pourquoi je le prends et à quel sujet. Il ne faut pas faire l'économie. Je donnais des exemples sur s'il y a les trucs à ne pas faire. Vous avez un premier collaborateur. À un moment donné, voyez avec un avocat, un expert pour faire vos contrats de travail. N'allez pas choper un contrat de travail type sur Internet en disant ça y est, je vais faire une économie. Ça va, je vais être vulgaire, ça va vous péter à la tronche à un moment ou à un autre quand on fait ce genre de choses. Les contrats commerciaux, vos bons de commande, ce genre de choses, n'allez pas faire ça tout seul dans votre coin. Faites ça avec un avocat ou ce genre de choses.
vos déclarations, votre compta, ne faites pas l'économie d'un expert comptable par rapport à ça. Ce sont des gens qui vont vous faire gagner du temps et qui vont potentiellement vous prémunir de certains pièges ou de certaines problématiques demain. Donc, c'est vraiment ça qui est important et de choisir ses conseils, mais pour pourquoi ils sont faits. J'adore ton exemple de le chef d'entreprise ne doit pas être un homme orchestre. J'aime beaucoup ça. Oui. Euh, et pour rebondir sur ce que tu dis, Anthony, en effet, ce sont des économies qui peuvent en effet coûter très cher, in fine. On pense être en capacité de pouvoir économiser quelques milliers d'euros, mais quand malheureusement la situation devient compliquée, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros que ça risque de coûter, et ça n'est pas une économie, c'est clairement un coût. Euh, donc, on a abordé le point de l'accompagnement et tu as bien fait de recentrer l'accompagnement sur cette notion d'accompagnement par des pairs, parce que c'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un qui vit ce que vous vivez ou qui l'a vécu, et c'est quelqu'un qui est le plus à même pour vous comprendre et vous aiguiller. Euh, Je rajouterais, parce que Anthony n'en a pas parlé, mais il y a également les coachs et les mentors hein, qui peuvent. oui, oui, mais ils font partie des conseils, ils font partie, Mm. je pense, Anthony, hein, ils font partie Oui, des conseils, des avocats, des experts comptables, les coachs, les mentors et tous ces réseaux d'accompagnement hein, regroupent toutes ces compétences. Voilà. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui est essentiel hein, quand on est porteur de projet et entrepreneur, ce sont nos amis les banques, mon cher Anthony. Euh, c'est j'adore tu savais qu'il fallait me lancer sur ce sujet-là, Dimitri. Alors, les banques, moi, je vais peut-être avoir un discours un peu cash, mais qu'au final, qui est un discours pragmatique. Bah, les banques, ils sont comme nous, c'est une entreprise. Donc déjà, une banque, c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Donc, il faut juste accepter que bah, ils sont comme nous, c'est qu'à un moment donné, ils veulent gagner de l'argent. Et ils gagnent de l'argent sur quoi? Sur des flux financiers et sur les prêts qu'ils nous font. Euh, donc là, automatiquement, du moment qu'on a compris cette règle du jeu, ce qui est important, c'est de comprendre la règle du jeu. Et qu'aujourd'hui, les banques, bah, c'est une entreprise comme les autres. Elle, à un moment donné, elle doit faire de l'argent, elle veut faire de l'argent. Euh, donc, à un moment donné, et les problématiques justement de caution, ce genre de choses, c'est un peu ça le sujet qui est en filigrane derrière, Dimitri, notamment que vous connaissez souvent au niveau de Second Souffle, c'est de se dire, quand on lance une entreprise ou quand on fait un prêt pour l'entreprise, bien souvent, suivant le projet, la banque va demander une caution personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dossier va rentrer dans un screen, dans un système de notation, de toute façon, pour déterminer le taux bancaire, pour déterminer le seuil de caution qu'il faut avoir, ainsi de suite. Donc, de toute façon, c'est sûr que si vous n'avez pas un apport important, enfin, ou un apport qui est cohérent avec ce que vous voulez faire comme prêt. Je vais vous donner un exemple véridique. On a essayé d'accompagner une entreprise qui dit, voilà, la personne dit, voilà, je monte une SAS avec 500 euros de capital, 500 euros. Je ne comprends pas, les banques me refusent dans une société de service, hein, c'est même pas il n'y a même pas d'actifs ou ce genre de choses. Je ne comprends pas, la banque me refuse le prêt de 100 000 euros, et en plus, il me demande une caution, c'est inadmissible. Mettez-vous à la place de la personne, quelqu'un vient vous voir et vous dit, tiens, tu me prêtes 100 000 euros, mais t'inquiète pas, moi je ne mets pas d'argent en face et je ne te donne aucune caution. Je ne suis pas sûr que vous allez prêter l'argent. Donc, c'est vrai qu'il faut en avoir conscience et c'est difficile parce qu'à un moment donné, on imite la passion. Et quand une banque nous refuse ou nous donne des règles, on ne prend pas ça en tant que business, on prend ça comme un refus, comme si la personne ne croyait pas à notre projet. Donc, il y a bien souvent, quand on creuse un petit peu, le refus bancaire ou la mise en place de caution, ce genre de choses, et bien souvent, on le prend en fin de compte en termes de ressenti et de refus, dire il ne croit pas à mon projet, il ne comprend rien, ce genre de choses. Non, ils ont un modèle économique, ils ont des grilles,
Et en plus, quand vous êtes accompagné, il y a beaucoup d'associations de pairs où on apprend à dire, en fait, voici les codes dans lesquels il faut rentrer pour que votre prêt bancaire soit accepté. Donc, il faut juste apprendre ces codes-là et de dire, en fait, comment je présente mon projet. Si je le présente un peu différemment, que je comprends les codes, les us et coutumes d'un banquier, sur quoi il a besoin d'être assuré, et ben déjà, il y a beaucoup plus de chances que le prêt bancaire, que la banque suive. Et du coup, diminue aussi la caution du chef d'entreprise. Je veux vraiment insister sur la notion de prêt bancaire, de caution personnelle pour votre entreprise. Pour ceux qui lancent une entreprise ou qui ont pris une entreprise, vous vous mettez caution personnelle. Donc, des fois, c'est 30%, 50%, des fois 70, 80%, où la personne se met caution personnelle par rapport à un prêt. Et tous les ans, vous recevez un petit papier chez vous à votre domicile qui vous rappelle que vous êtes caution personnelle par rapport à ça. Il faut être très vigilant avec ça. Il faut savoir que si votre société tombe, vous êtes caution personnelle. Donc, vous, là, ce n'est plus la société. Et sur cet emprunt-là, je ne parle pas des dettes de l'entreprise, je parle vraiment de ce prêt-là. La banque va revenir faire coucou et toc toc en disant, en fait, je te rappelle, tu me dois tant. Il ne faut pas l'oublier. Il faut prévenir le plan B. C'est-à-dire parce que si à un moment donné, vous n'avez pas les moyens de rembourser, ils vont regarder ce que vous avez comme actif. Parce que là, c'est un prêt personnel. Vous êtes caution personnelle. Donc, attention. Il faut vraiment anticiper et prévenir ça au cas où. Il faut être vigilant. Mais ce n'est pas des grands méchants. Enfin, ce n'est pas des grands méchants. C'est toujours clivant de dire de se faire retirer, de refuser un projet. Je vais juste vous donner un exemple, après je vous redonne la parole. Quand on a lancé notre boîte, service aux entreprises, il y a 10 ans, on était avec un tableau Excel et un projet. La première banque qu'on voit, la personne, Sylvie indique, nous regarde et lui dit « Vous êtes des fous. Monsieur, ne montez pas une entreprise, vous êtes des fous, ça ne va pas du tout, tout ça. » On est sorti de là un peu secoué. On a continué, on a réfléchi comment on doit présenter, on est allé voir d'autres banques et c'est très bien passé avec d'autres banques. Donc, voilà, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie des risques entrepreneuriat. Il faut prendre cette distance avec la relation parce que la banque, c'est un modèle économique, c'est une société comme une autre. C'est un fournisseur comme un autre. Et il faut travailler avec ce fournisseur comme avec un autre fournisseur quand ça va bien et quand ça va aussi moins bien. Il ne faut pas hésiter, et nous on le voit auprès des entrepreneurs que nous accompagnons, il ne faut pas hésiter à rencontrer sa banque plutôt que de vouloir glisser la poussière sous le tapis et attendre demain ou le surlendemain. Il ne faut pas hésiter à rencontrer sa banque quand ça va mal. Hein, parce que c'est ensemble qu'on sort de la difficulté et jamais seul. Hein. Donc, la banque est un entrepreneur, un fournisseur clé, mais c'est un fournisseur comme un autre. Hein. Il faut savoir discuter avec son conseiller. Et une petite astuce, Dimitri William, là, pour les gens qui nous suivent, c'est quand vous êtes en bonne santé, quand on est en bonne santé, ça va bien, on n'a pas besoin de trésorerie, c'est là où il faut aller chercher des prêts. C'est contre-intuitif, mais dire, quand ça va bien, c'est là où vous pouvez prendre des prêts et allez voir votre banque, demandez-lui de l'argent et vous allez voir qu'à ce moment-là, c'est quand vous avez de la trésorerie qui vous en prête encore plus pour pouvoir vous préserver et anticiper. Donc, c'est ça qui est fou, c'est quand on n'a pas besoin d'argent, il faut aller en chercher justement. C'est là où vous pouvez aller chercher de l'argent, tous les indicateurs sont ouverts, la banque est rassurée, et allez-y. Vous avez un projet super génial, mais c'est vraiment à contresens, mais c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin, parce qu'on en aura besoin demain, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez savoir l'utiliser. Et là, la banque, elle prête, avec des cautions plus basses, avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas. C'est un business, il faut juste accepter la règle du jeu, quoi. Et il faut juste aussi rappeler, Anthony, que rencontrer son banquier, ça se prépare aussi. Hein, et qu'on soit
porteur de projet, encore une fois, ou entrepreneur. C'est un rendez-vous important, mais encore une fois, tous les rendez-vous avec tous les fournisseurs sont importants, mais ça se prépare. Hein. Donc, je vois qu'on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Euh, donc, moi, je crois que si on voulait un peu synthétiser l'échange qu'on a pu avoir, Anthony, est-ce que si je dis, eh ben, comment dirais-je, penser, penser à moi, entrepreneur, avant de penser entreprise, est-ce que, comment dirais-je, est-ce qu'il faut savoir retenir, quels mots-clés pourrions-nous retenir, excuse-moi, Anthony, pour synthétiser, voilà. Euh, Bah, aujourd'hui, c'est quand on, si vous plan, si en fin de compte, si on pense à s'éclater en tant que chef d'entreprise, en tant que personne, dire, je me lève le matin, je m'éclate dans mon projet, dans mon entreprise, je pense à m'éclater et à me protéger. Bien souvent, et donc on se met dans une situation de réflexion, d'analyse, d'ouverture vers les autres pour réussir. Et pour réussir, s'éclater, s'épanouir, on intègre automatiquement, dire en fait, je vais peut-être avoir des zones de risque, et pour réussir ces zones de risque, il faut que je m'entoure, que je m'accompagne. Donc c'est d'analyser, de prendre conscience des risques, de protéger son entourage, bien souvent permet de mieux réussir, se développer et encore plus s'épanouir. Donc il y a vraiment un côté vertueux à se dire, OK, il est important que j'ai quelques indicateurs clés, de se dire qu'aujourd'hui, de toute façon, sans trésor, il n'y a pas d'entreprise. Donc, s'il n'y a pas d'entreprise, je n'existe pas là-dessus. Sans client, ben, je n'ai pas d'entreprise là-dessus. Sans structuration, je n'ai pas d'entreprise. Je ne vais pas m'éclater et il faut que je protège mon environnement, il faut que je me protège. Et oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de passionnant, de fantastique, mais c'est dangereux. Et à un moment donné, quand on a pris conscience de ça, eh ben, on s'entraîne, on se prépare, on s'entoure. Quand les gens font la course en solitaire, le Vendée Globe, c'est des fois 2 ans, 3 ans, 4 ans de préparation. Nous, chefs d'entreprise, grosso modo, on fait le Vendée Globe tout le temps, on monte sur un bateau, on part en pleine mer, sauf qu'on ne s'est pas entraîné. C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut juste en prendre conscience et dire, en fait, comment je me protège, comment j'anticipe les risques, comment j'arrive à réussir demain, à prendre les bonnes options, les bons choix stratégiques. Et avoir quelques indicateurs clés, et puis surtout avoir l'honnêteté avec soi-même de se dire, attends, j'ai qu'un client, j'en ai que 2, j'ai une trésorerie tendue, la banque pour l'instant me répond pas ou me dit non. Il faut savoir se poser, se dire en fait, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui permettrait que. Et le fait de mettre cette démarche inversée, on trouve bien souvent des solutions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Ton micro est coupé, Dimitri. Si, en fait, tu as répondu à la question, et puis je rajouterais juste que en période de difficulté, c'est ne pas glisser la poussière sous le tapis ou de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. C'est ce que nous faisons dans notre parcours d'accompagnement avec notre méthode de rebond à 2-3 chez Second Souffle. On voit trop d'entrepreneurs mais c'est un comportement tout à fait compréhensible quand on est en grande difficulté de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné par des réseaux, par des associations comme les nôtres, quand on est en difficulté pour que on remette un peu l'église au centre du village et qu'on vous tienne la main pour sortir de l'ornière. Voilà. Et je pensais en fait en mots-clés exactement, c'était de dire au bout de cette heure d'échange, pensez aussi, même si vous n'êtes pas un entrepreneur avec beaucoup d'appétence pour les chiffres, à vous créer des outils, même simples, mais comme tu le soulignais tout à l'heure, Anthony, qui vous permettent de piloter l'entreprise. Tu parlais de trésorerie. C'est comme un vendeur, vendre. Ben, c'est de savoir, de pouvoir avoir la vue de son entreprise, même relativement simple, mais en tout cas, de mettre un peu de lumière à son vélo si on a envie d'avancer le plus longtemps possible. Hein. Et puis, je vais encore appuyer, enfoncer le clou, hein, toujours avec ces fameux 3 mots-clés, hein, informer, accompagner, protéger, accompagner encore une fois, auprès des réseaux
d'entrepreneurs, des réseaux avec des pairs, hein, qui vous ressemblent, et puis protéger, hein, parce que on a parlé de la GSC, on est allé vite, hein, pour présenter la GSC, mais il faut rappeler la GSC que vous proposez une couverture, une assurance perte d'activité, perte de revenus pour les chefs d'entreprise, et ça c'est essentiel, hein, parce que quand on a perdu son entreprise, et nous on le voit très bien chez Second Souffle, hein, ben, les entrepreneurs, et encore une fois il faut le rappeler, hein, n'ont pas d'assurance chômage, hein, n'ont pas d'allocation chômage, excusez-moi, donc se retrouvent sans rien, mais ils ne se retrouvent pas sans rien, car ils n'ont plus rien, mais ils ont des dettes souvent. Et donc, in fine, ben cette assurance perte d'activité, perte de revenus, appelons-la comme on a envie de l'appeler, ben permet d'avoir ce matelas pour rebondir sur 9 mois, un an, voire plus. Et Dieu sait que c'est essentiel. On le voit, nous, au quotidien, auprès des entrepreneurs que nous accompagnons. Donc, il est important, encore une fois, de rappeler ce que très souvent les réseaux d'accompagnement oublient, c'est on parle d'informer, on dit informer, accompagner, et on oublie protéger. Ben, rappelons que quand on est porteur d'un projet, il faut aussi savoir se protéger, parce que ben, c'est pas être entrepreneur, c'est pas une condition de réussite, hein. C'est un statut. Voilà. Ah bah là, je ne peux plus. Tu as tout dit, Dimitri. Je voulais juste, parce que j'ai vu, si on a 30 secondes pour pouvoir répondre à une question que j'ai vue passer. La question d'Isabelle, est-ce que 3 mois de trésorerie d'avance suffisent? Ouais, alors je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est important, c'est de toute façon, c'est votre tableau de bord et votre suivi de la trésor. La trésorerie, c'est votre indicateur si votre boîte est en train de se développer en termes de chiffre d'affaires. Est-ce que vous encaissez plus que dépensez? Donc, de toute façon, s'il y a un truc à suivre qui va être révélateur de plein de choses, c'est votre trésorerie. Après, suivant normalement, le minimum pour pouvoir se développer et être serein, le minimum, vraiment minimum, c'est minimum 3 mois de trésorerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se le dire, c'est que le temps passe très vite. Si vous êtes, donc, je rappelle, 3 mois de trésorerie d'avance, ça veut dire que votre entreprise fonctionne pendant 3 mois, vous payez toutes vos charges, toutes vos dettes pendant 3 mois, avec 0 chiffre d'affaires en face. C'est bien ça, 3 mois de trésorerie d'avance. Après, suivant les modèles économiques, ça peut être 4 mois, 5 mois, 6 mois de trésorerie sur les besoins de fonds de roulement, ce genre de choses. Mais à minima, quand on n'arrive pas de toute façon à avoir 3 mois de trésorerie d'avance, il faut arriver à se le constituer, parce que 3 mois dans l'entrepreneuriat, ça va très, très vite. Donc, il y a un moment donné, quand il n'y a plus d'argent sur les comptes, c'est la cascade, ça tombe. Donc, si vous voulez avoir le temps de réfléchir, d'être lucide, le minimum de chez minimum, oui, c'est au moins 3 mois par rapport à ça. Et toujours se forcer, quand on se développe, c'est très dur, mais c'est très intéressant, de toujours garder, on grossit, on se développe, mais de toujours avoir ce minimum de 3 mois, 5 mois, 6 mois d'avance de trésorerie, malgré notre développement. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a engrangé des bénéfices, on les a gardés dans le développement de l'entreprise, qu'on s'est mis en place un matelas pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avoir le temps de faire des pivots, d'avoir le temps de réagir. Donc, c'est vraiment un conseil, c'est entourez-vous, suivez votre trésorerie. La trésorerie, c'est le révélateur de l'état de santé de votre entreprise et quelle est la tendance qu'elle est en train de prendre. Depuis tout à l'heure, on parle des réseaux d'accompagnement et autres. Si vous voulez trouver près de chez vous une asso ou un organisme pour vous aider, BPI France a fait un site internet magnifique. C'est un boulot monstrueux. Ils ont recensé tout ça pour vous. Je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Et vous pourrez trouver, c'est une mine d'or, c'est une mine d'informations, comme dit Dimitri, et c'est vraiment génial ça. C'est sur la BPI France Création, je viens de vous mettre le lien dans le chat. Et puis peut-être une dernière question, une question d'Emeric. Là, ça va être forcément pour Anthony. Si on est en TNS, la GSC fonctionne-t-elle?
Juste pour rappeler, l'association GSC, elle a été créée par des chefs d'entreprise, pour des chefs d'entreprise, il y a un peu plus de 40 ans par nos pairs. Moi, j'étais encore en culotte courte. Donc, qui correspond aux artisans, aux TNS, aux SARL, URL et autres. C'est que du moment que votre entreprise, votre activité génère un revenu, c'est que c'est votre revenu principal, vous pouvez mettre en place une assurance personnelle, association GSC ou même d'autres. Mais voilà, oui, donc c'est pas du moment que votre activité vous permet de générer un revenu, vous pouvez prendre une GSC. Très bien. Merci Anthony, merci Dimitri. J'en profite pour... Non, tu veux dire quelque chose, Dimitri? Oui, je rajouterai juste un petit mot, parce que on en a parlé tout à l'heure, mais une entreprise, c'est jamais une aventure individuelle. Jamais. C'est toujours une aventure collective. À commencer par et Anthony l'a bien souligné tout à l'heure, à commencer par la famille. Hein, c'est quels sont les risques que je prends dans mon entreprise et quel en sera l'impact sur ma famille hein, en premier lieu, mon patrimoine évidemment, mais tout ça fait partie de l'aventure collective. Donc en premier lieu la famille, puis en second lieu évidemment après les fournisseurs, les clients, les salariés, mais on a trop souvent tendance à rencontrer au sein de l'association des entrepreneurs qui nous rejoignent et qui ont le sentiment que l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'entreprise, c'est leur entreprise, c'est leur bébé, mais c'est pas leur bébé, c'est une aventure collective qui est pilotée par un pilote peut-être ou deux pilotes peut-être ou trois pilotes peut-être, mais c'est toujours une aventure collective et ça faut bien le garder, à l'esprit. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, messieurs. Moi, j'en profite pour vous annoncer les 2 prochains webinaires, la semaine prochaine et dans 15 jours. Donc, la semaine prochaine, c'est avec une femme pétillante, une femme qui va vous ensoleiller votre journée vendredi prochain. Ça, j'en mets ma main à couper. C'est Carole Rapin qui sera là avec nous la semaine prochaine. Et le sujet, ça sera comment s'autoriser à entreprendre. Construisez votre prochaine vie d'entrepreneur. Carole alors c'est pas coach, mais elle aide les futurs créateurs, surtout pour les indépendants, les artisans ou les commerces de proximité, de monter leur entreprise. Je vous assure, venez, ça va être, vous allez rencontrer une personne formidable. Et puis la semaine prochaine, la semaine d'après, dans 15 jours, une autre femme, changer de cadre de vie, quelle commune donnera plus de valeur à mon projet entrepreneurial? Ça sera avec Julie Lévesque, qui a créé une plateforme qui s'appelle une opportunité, et elle aide justement les futurs créateurs à monter ou à déménager leur entreprise dans un endroit, dans un territoire, petite commune ou autre, et elle vous met en relation avec la commune, les collectivités locales, le département, la région, etc. Et vous allez voir, ça va vous donner, vous allez avoir du vert et du bleu dans la tête. Voilà, je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci à toutes et à tous. Merci Anthony, merci William. Et en effet, excellent week-end. Merci à tous. Bon week-end, au revoir.